Salut à tous, bienvenue dans Club Sport en France, l'émission qui, sur l'antenne de Sport en France, fait la part belle, vous le savez, aux athlètes, aux compétitions et aux fédérations du mouvement olympique et paralympique français. Cette semaine, c'est une émission un peu particulière, en tout cas émission spéciale que nous vous proposons autour de la deuxième édition de la Vendée Arctique 2022. Donc cette deuxième édition qui a été une course légendaire, course au large, course à la voile que vous connaissez, qualificative pour le Vendée Globe et qui aura connu cette année pas mal de vicissitudes. Une compétition que vous allez vivre en différé, mais qui va vous procurer des frissons parce que vous allez la vivre de l'intérieur, notamment grâce à deux invités qui ont été présents et qui ont été surtout des concurrents de cette course. J'ai nommé d'abord Arnaud Boissière. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour à tous. Skipper l'ami Caline et skipper qui est de retour et qui travaille, je crois, sur sa bête. C'est ça, vous êtes à l'atelier, hein? Ouais, on est à l'atelier depuis qu'on est rentré à la Vendée Arctique. On a tout démonté le bateau et puis on travaille beaucoup sur les voiles qu'on voit derrière parce que elles ont été sacrément endommagées et comme je repars bientôt en mer le 8 juillet, il faut que tout ça soit en ordre. Donc les gars ils viennent de partir il y a 10 minutes. Et puis moi voilà, je fais des heures sup, mais bon c'est un travail intense. C'est demain matin à 6h30, on sort le bateau de l'eau. Épreuve, cette Vendée Arctique qui s'est terminée le 18 juin dans des conditions un peu particulières qu'on va pouvoir détailler. Mais avant cela, on va présenter le deuxième skipper qui a participé à cette course et qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Éric Bellion, comme un seul homme, powered by Altavia. Ça, c'est votre IMOCA. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On l'a dit, on va revenir sur une deuxième édition vraiment particulière qui a sollicité les skippers que vous êtes et donc vos montures. On l'a bien compris. Tout de suite, sans plus tarder, fait décodage. Cette Vendée Arctique, on le disait, s'était lancée avec l'idée d'être un petit bébé du Vendée Globe. Donc départ des Sables d'Olonne, c'était le 12 juin dernier. Messieurs, une course en solitaire sans escale, sans assistante, parcours de 3500 milles marins, soit environ 6000 km, jusqu'au cercle polaire arctique avant de revenir. Voilà qui était le pitch de départ, ouvert aux IMOCA, à foil ou à des rives droites. Parcours inédit cette année qu'on va voir en images puisqu'il était relativement spectaculaire sur le papier et il le fut dans les faits. Je le dis avec un sourire relativement ironique, mais nos skippers, eux, devaient être beaucoup plus sérieux en course. Contournement de l'Islande par le nord, franchissement donc du cercle polaire arctique, vous le voyez, et donc ce retour avec une bouée et retour aux Sables d'Olonne. Arnaud, vous aviez déjà participé à la première édition en 2020. Vous aviez terminé 14e, il me semble d'ailleurs. Cette route, disons, originale, là, comme ça, sur le papier, c'est ce qui vous a fait avoir envie de le faire pour une deuxième fois? Ouais, mais c'est ça, c'est que quand on est compétiteur et coureur au large, ce qu'on aime aussi, c'est l'aventure et la découverte. On fait les Vendée Globe, c'est merveilleux ce qu'on découvre tous les jours. Là, le parcours était vraiment novateur. Et c'est ça qui est excitant. Moi, j'ai des amis en ce moment qui sont en Norvège en balade en bateau de croisière et ça donne envie d'y aller. Alors, c'est un gros challenge d'y aller. La preuve, c'est hyper compliqué. Notamment pour moi, c'était très compliqué. Mais moi, si je fais la course au large, c'est par goût d'aventure et goût de dépassement de soi. Et je pense que c'est important d'expliquer ça. Moi, avec mon partenaire, l'ami Caline, on parle beaucoup de bonheur en mer et de bonheur quel qu'il soit, parce que quand on est en mer, on a des sensations assez extrêmes. Avec mon bateau, avec des grands foils, c'est assez impressionnant quand le bateau va vite. On a issu une grosse tempête en allant là-haut et voilà, même si c'était très dur, c'est important de partager et d'expliquer aussi que quel que soit le côté dur du parcours, c'est le côté novateur qui nous excite aussi. On est aussi des aventuriers. Ouais, situation extrême, c'est clair. Éric, vous ne direz pas le contraire. C'était vous, votre première participation. Le fait que des IMOCA n'avaient pas aussi franchi ce cercle arctique, ça a été un moteur essentiel aussi pour vous, l'aventurier, comme pour paraphraser Arnaud? C'est deux choses. Déjà, c'est une course qui est qualificative pour le Vendée Globe. Donc, le Vendée Globe, c'est tout un chemin, c'est une campagne
Donc il y a des points de passage obligatoires et cette Vendée Arctic, pour moi, pour ma préparation pour le prochain Vendée Globe, c'était un point de passage. Et c'est sûr que quand on parle d'aller faire le tour de l'Islande, d'aller au-delà du cercle polaire, moi, c'est des choses que j'ai déjà fait en expédition, avec Isabelle Autissier Mhm. notamment. Voilà, moi, c'est des choses que j'adore faire. Et après, en IMOCA, le fait d'être un peu pionnier à notre petit niveau, c'est vrai que ça m'a fait rêver. Donc j'étais très content de le faire. Après, c'est sûr que c'est un challenge météo déraisonnable. Et on le sait comme moi. C'est que on sait très bien que quand on part, c'est l'été en Europe, que au Groenland, il fait -20 et qu'en Islande, il fait entre 6 et 8 degrés. Ouais, Et thermiquement donc, parlant, c'est chaud. ça fait des effets météo complètement fous et imprévisibles. Et c'est ça toute la difficulté, c'est une gageure, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, à 3 jours, on ne sait pas quel temps on va avoir, et on l'a encore vu sur cette édition. Alors, je précise, Eric, vous avez évoqué que cette course était qualificative pour le Vendée Globe 2024. Il faut avoir franchi la ligne d'arrivée d'une des 5 épreuves qualificatives. Donc, il en reste 4. La route du Rhum, donc en novembre prochain, je crois que c'est une échéance importante pour tous les deux, notamment la course retour de la Transat Jacques Vabre. Ça, c'est pour 2023. La Transat CIC Brest États-Unis. Et puis, la New York Vendée en juillet 2024. Voilà pour les courses qui comptent pour être inscrits de facto au Vendée Globe 2024. Eric, je parle sous votre contrôle. Ce début de course, vous avez parlé de la difficulté et Arnaud validera certainement de la suite. Les premiers jours de course pour vous sont encourageants. Je crois que vous êtes sur le podium après 2 jours de course à peu près. Hein. Bah ouais, ouais, c'était sympa. Bah ouais, il y Engageant, avait prometteur. un bon choix. Il y a toujours. Donc en fait, on est parti avec du vent qui nous a amené sur le premier écueil de la course, qui était une zone sans vent qu'il fallait vraiment négocier le mieux possible. Et j'avais fait pas mal, je trouve. Et la seule chose, c'est que la deuxième partie sans vent s'est refermée sur moi et malheureusement, j'ai dégringolé dans les classements en voyant mes petits camarades qui étaient juste devant moi partir. Donc c'était assez frustrant. Et puis, Mais avec bon, des voilà, effets c'est comme dominos. ça. Avec des effets dominos derrière, qui plus est, forcément, quand on prend pas le vent de bon wagon, on n'a pas forcément derrière les mêmes conditions. Météo, la course, messieurs, qui va se durcir, et ça, pour tout le monde. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Cette course a été assez légendaire. Arnaud Boissière, Éric Bellion sont toujours avec nous évidemment pour cette deuxième partie d'émission. Alors on a évoqué le calme avant la tempête. Donc messieurs, racontez-nous un petit peu ce qui s'est produit. Avec cette dépression autour de l'Islande. On va avoir des images avec la direction de course. Quand est-ce que vos échos depuis la Terre et vous, de ce que vous voyez dans votre bateau, vous fait dire « ça sent le roussi » Arnaud, pour commencer peut-être. Je pense que c'est important d'expliquer que c'est des contrées où on va très peu. Dans les mers du Sud, quand on fait le Vendée Globe, les grosses dépressions, on les voit arriver quelques jours à l'avance. Moi, personnellement, j'étais surpris de l'intensité de la dépression et surtout, en 48 heures, ça s'est durci, c'est-à-dire que les conditions et les prévisions sont sont devenues catastrophiques par rapport à ce qu'on imaginait. On passait par des rafales à 30-35 nœuds à des rafales à plus de 60 nœuds. Donc moi, personnellement, j'étais étonné de ça. Probablement, j'étais pas assez préparé non plus, on va dire, psychologiquement et aussi en termes de cours météo. J'avais suivi des cours météo, mais peut-être pas assez intenses pour ça. Et du coup, c'était étonnant de se retrouver un peu dans un engrenage infernal qui fait que les 5 premiers ont pu passer. Et ceux de derrière, on s'est retrouvé dans une grosse tempête. Hein. Moi, j'ai eu 64 nœuds. Ça m'est pas arrivé beaucoup depuis que je navigue avoir 64 nœuds. Et dans ces moments-là, tu penses plus à la course, tu penses au bateau, tu penses à ton projet, et puis tu penses aussi à toi, à ta famille. Et tu dis, mais c'est important de s'éclater, mais c'est important
c'est important de préserver son bateau, préserver le bonhomme aussi. On a quand même beaucoup de projets derrière. Comme disait Eric, on a le Vendée Globe en ligne de mire. Donc voilà, c'était des moments d'incertitude et de tension. Nous rappelle, Eric et moi, on a fait les Vendée Globe ensemble il y a 4 ans. Ça nous rappelle des bons et des mauvais souvenirs. Des bons souvenirs parce que c'est intense. Des mauvais souvenirs, c'est parce que c'est des périodes d'incertitude où on se demande aussi si l'élément naturel ne va pas nous dépasser. Ouais, c'est assez fort d'entendre un skipper chevronné évoquer des nœuds de vent qui sont inédits, 64 nœuds de vent. Eric, est-ce qu'il y a des comparaisons, je ne sais pas, est-ce que ça engendre des hauteurs de vagues assez impressionnantes? Comment on peut rendre un petit peu simple ces comparaisons pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de course au large? Ils sont nombreux évidemment qui nous regardent. 64 nœuds de vent, déjà, c'est 120 km/h de vent. Donc, faut imaginer, c'est ce qu'on a sur les côtes bretonnes, dans les dépressions, les grosses tempêtes hivernales. C'est des grosses conditions, c'est sûr. Après, c'est des conditions qu'on a déjà eues dans les mers du Sud ou pendant le Vendée Globe. Le souci avec la Vendée Arctique, c'est que c'est une course qui se joue, on part du sud et on va au nord. Et donc, notre route est perpendiculaire à toutes les tempêtes. Et donc, les tempêtes, on les prend de plein fouet. On ne peut pas fuir, on ne peut pas être poussé par la tempête et laisser voir venir. On n'a pas d'eau à courir parce que si on fuit, en fait, on tombe sur les îles britanniques, les îles Fairway, et c'est très compliqué. On est obligé de lutter contre le vent. Et c'est ça qui est très éprouvant pour les skippers et pour les bateaux. Et c'est là où, c'est vrai, on risque gros de casser les bateaux. Et casser les bateaux, c'est pas uniquement dire au revoir à la course, parce qu'on est tous armateurs de nos projets. C'est des projets qui nous demandent énormément de sacrifices financiers, humains, familiaux, dans notre vie privée. Et on ne peut pas se permettre de casser nos bateaux. On doit les amener au bout. Et le bout, c'est le Vendée Globe. C'est ça notre objectif. Donc, effectivement, on arrive dans des moments où on se demande ce qu'on fout là. Et ce qu'on est en train de faire est vraiment sérieux. Et la question se pose d'abandonner ou de continuer. Et souvent, il faut plus de courage pour abandonner que pour continuer. Oui, on va pouvoir l'évoquer avec Arnaud dans quelques minutes. Avant cela, au-delà de vos récits, on va aller de l'intérieur avec le skipper italien Giancarlo Pedote. On est le 16 juin, donc 4 jours après le grand départ. Et vous allez voir ce qu'il vit. Et puis derrière, on va avoir la réaction du directeur de course parce que c'est la première étape vers un changement de cap et donc de modélisation de cette course. Questa è la situazione meteo quando arriveremo alla porta in Islanda. Bisogna navigare veramente come marinai e dimenticarsi la regata fino a che questo pastrocchio non sia assorbito. Forza, abbiamo fiducia in noi. Jeudi matin, après de longues discussions, la direction de course prend une décision difficile. La direction de course ce matin a décidé de ne pas amener les marins autour de l'Islande, d'utiliser la porte de façon à ce que les marins contournent cette porte et rejoignent directement le waypoint atlantique. Alors, parcours réduit à ce moment-là, le 16 juin, messieurs, 3300 milles nautiques. On ne contourne donc pas l'Islande, on se contente de contourner cette porte. On se contente, j'utilise des guillemets parce que ça vous fait rire, évidemment, depuis notre position. À ce moment-là, Eric, Arnaud, c'est un premier soulagement ou avec le coup de tabac qui vous attend, vous connaissez déjà l'issue. Eric, peut-être. Moi, je voyais depuis quelques jours qu'on ne ferait pas le tour de l'Islande. Je voyais les fichiers et je savais que ça allait être impossible de nous envoyer là-bas. Encore une fois, pas parce que le vent est insurmontable, mais c'est surtout parce qu'on est près des côtes et que les côtes accélèrent le vent parfois et ça devient incontrôlable et dangereux. Et en bateau, c'est jamais la mer qui est dangereuse, c'est la terre, c'est les rochers, c'est là où on peut fracasser nos bateaux, c'est ça qui est dangereux. Et donc, ça a été un soulagement de se dire, voilà, la direction de course voit que ça va être compliqué et nous envoie sur quelque chose de raisonnable. Mais je n'avais pas trop de doute sur le fait qu'ils allaient faire cette décision-là. De toute façon, moi, j'avais déjà décidé, quoi qu'il arrive, à mon niveau, d'arrêter la course, de continuer d'être en course, mais en tout cas de me mettre à l'abri le temps que le gros temps arrive et de continuer la course une fois que la tempête serait passée. Donc, j'avais déjà pris cette décision pour moi tout seul.
Alors, messieurs, en ce 16 juin, on refait les faits. La Porte de l'Islande devient donc une marque à parer, alors que les skippers en tête, eux, arrivent, notamment Charlie Dalin, Jérémy Bayou, Thomas Ruyant. Et puis, le lendemain, le 17 juin, la direction de course prend la décision d'arrêter la course, j'allais dire d'arrêter les frais, et de faire de cette Porte d'Islande la ligne d'arrivée. Donc on a à ce moment-là passé environ 1500 milles de course. On écoute Francis Le Goff à nouveau nous expliquer la décision de l'organisation. Forcément, au regard du positionnement de cette dépression, des vents qu'ils allaient rencontrer, et surtout l'axe dans lequel ils allaient naviguer, c'est-à-dire avec un vent de travers, c'est de l'allure qui n'est pas idéale du tout pour les bateaux, et surtout une mer croisée, très formée, au-delà de 4 mètres, vraisemblablement plutôt 5 mètres que 4 mètres. Et en même temps, l'arrière de la flotte qui n'avait pas encore passé la porte et qui, eux, étaient déjà ou allaient rentrer, en tous les cas ce matin également, dans la dépression, mais de l'autre côté, beaucoup plus à l'est. Et donc là, ça y est, deux paquets de bateaux à gérer. Et en termes de sécurité, on a estimé qu'il était préférable d'arrêter tout le monde à la porte. Et oui, 2 paquets de bateaux qui ne vivaient pas forcément la même situation. Dans ce contexte, ceux qui étaient devant en profitent donc pour être sur le podium. On pense avec un podium entériné, Charlie Dalin sur Apivia qui s'impose devant Jérémy Bayou, Charal et puis Thomas Ruyant qui complètent ce podium. On voit les images au retour du côté des sables où ils ont été fêtés, où vous avez été quand même fêtés, messieurs. 20 skippers sont finalement classés sur les 25 au départ. Ce n'est pas votre cas, Arnaud, parce que vous décidez finalement d'abandonner le samedi 18 juin à 11h30. Vous êtes à 40 000 de la ligne d'arrivée, je crois, peu ou prou. C'est une décision qui quand même en dit long sur les difficultés rencontrées à ce moment-là pour vous. Oui, oui, c'est une décision assez dure. Une décision, même plus de marin, c'est une décision plutôt d'être humain, en me disant que je ne le sentais pas. J'ai eu une série d'avaries après la tempête qui m'a mis encore plus le doute. Et 40 000, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup aussi. En 40 000, il peut se passer beaucoup de choses. Et je me suis fait peur, j'ai failli passer à l'eau, j'ai cassé beaucoup de choses en l'espace de quelques heures. Et je me suis dit, pour moi en tout cas, c'est pas raisonnable de continuer. Et cette décision d'abandonner, pour moi, est importante aussi parce que ça permet de aussi mettre les compteurs à zéro en me disant, c'est une remise en question personnelle qui m'aide beaucoup, moi et mon équipe, pour reconstruire un programme jusqu'à l'Euro du Rhum, pour reconstruire une préparation et un programme sportif pour faire une bonne place à l'Euro du Rhum. Donc du coup, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que toute cette course-là, il y a beaucoup de bons à tirer. La première partie de la course est plutôt pas mal. La deuxième partie, où on était plutôt en survie, j'ai plutôt préféré me la jouer vraiment. J'étais plus en course pour moi, je serrais les fesses, puis à un moment ça passait plus, donc je sentais plus. Donc je préférais faire demi-tour et puis voilà, j'ai assumé complètement la décision. Et puis tu vois, on voit les images à l'arrivée, il y avait quand même un accueil sympa des autres skippers qui sont venus me réconforter, de la famille, la direction de course et tout. Et ça qui est chouette, c'est qu'après, avec Eric Veillon qui est là, on a bu un coup à l'atelier ensemble et c'est réconfortant. C'est là où on voit que les marins, on est solidaires, on n'est pas que des copains comme ça. C'est réconfortant d'avoir des petits mots comme ça autour d'une bière après ce qu'on a vécu. Oui, parce qu'on rappelle qu'avec Manuel Cousin, par exemple, vous êtes basé au Sable et vous étiez aussi du coup de cette cérémonie dimanche qui a été rendue pour vous en hommage à cette belle course, mais cette course surtout dantesque et qui est un peu, malgré elle, rentrée dans la légende. On vous a vu d'ailleurs, Arnaud, assez ému. C'était la course la plus éprouvante. Vous qui avez terminé, je rappelle, 4 Vendée Globe, ce qui est, je crois, un record. C'est quelque chose qui vous a marqué pour toujours? Oui, ça m'a marqué parce que pour moi, c'était inattendu. Quand tu pars pour un Vendée Globe, tu sais que tu vas prendre 60 nœuds et tu t'y prépares différemment. Là, la Vendée Arctique, pour moi, comme beaucoup de concurrents, c'était une course de préparation ultra importante pour la Route du Rhum. Et je pense que moi, personnellement, j'ai sûrement sous-estimé ce parcours-là. Mais aussi, je ne m'attendais pas à la brutalité des événements et des éléments. Du coup, oui, ça m'a marqué.
je pense pas que ce soit plus dur que le Vendée Globe, hein, malgré tout. Parce qu'un Vendée Globe, Eric pourra en parler aussi, c'est extrêmement dur de sa longévité et d'endurance. Mais moi, je trouve que c'était dur par sa brutalité, cette course. Hein. Il y avait beaucoup d'incertitudes. On va virer l'Islande, on va pas virer l'Islande. Dans quel sens on fait le parcours immobilisé, tout ça. Moi, ça m'a mis dans un état d'incertitude perpétuel qui fait que au moment où j'abandonne, finalement, moi, je sentais plus. Finalement, je regrette même pas aujourd'hui d'avoir abandonné parce que, au contraire, on me branchait beaucoup. J'ai fait 4 Vendée Globe, donc une Vendée Arctique, c'est rien. Ben non, une Vendée Arctique, une Euro du Rhum, une Jacques Vabre. C'est des courses extrêmement dures, donc ça permet de mettre les pendules à l'heure. Moi, le premier. Et du coup, ça va m'aider pour l'avenir. Et depuis que je suis revenu, ça m'aide beaucoup pour justement repartir à zéro et puis les fondamentaux. Et Eric, on entend ce que dit Arnaud. J'imagine que vous avez vécu un peu les mêmes sentiments. C'est une course qui est censée être préparatoire à mettre dans les conditions du Vendée Globe. On est en plein dedans, c'est même peut-être plus dur, même si Arnaud nous dit que non, un Vendée Globe est une valeur étalon. C'est quand même dense, ça vous rend fier d'être allé au bout, d'avoir vu la ligne, vous? Je ne sais pas si je parle de fierté, parce Plus du que soulagement? je pense que Cali peut être fier aussi de s'être écouté et de s'être préservé. En fait, c'est pas tellement Oui. une fierté d'être allé au bout. Effectivement, le Vendée Globe et la Vendée Arctique, ça n'a strictement rien à voir. Le Vendée Globe, c'est 3 mois de solitude. Ça n'a rien à voir. Là, on est parti pour 12 jours. Effectivement, des conditions rudes. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Non, effectivement, il y a un moment où, bon, déjà, moi, j'étais légèrement devant Cali, devant Arnaud, donc il a eu des conditions pires que les miennes. Moi, c'était encore possible, je pense, de monter, même si à un moment, j'ai failli abandonner. Et j'étais vraiment à 2 doigts de me dire que j'allais pas y aller. Et puis, il y avait un autre skipper derrière, Sébastien Marcet d'ailleurs, que j'ai failli tamponner. On a eu une À ce point? grosse frayeur tous les deux. Ouais, c'était vraiment, c'était vraiment rock'n'roll la montée. Et puis, ouais, je sais pas, il m'a dit un mot, je sais pas quoi. Il m'a dit, bah voilà, faut serrer les dents. On a 24 heures, faut serrer les dents. Et je me suis dit, bah allez, on va serrer les dents. Et c'est grâce à ça, quelque part. Donc c'est aussi de l'entraide et de la camaraderie, comme le dit Arnaud, qui m'a permis d'aller au bout. Et voilà, oui, je suis content d'être allé au bout. Et encore, je pense que je le pouvais. Je le pouvais. Mon bateau était en bon état. Et donc voilà. Et c'est vrai que je suis content d'avoir passé la ligne. Après, je pense que si j'avais dû abandonner et faire le choix, même si c'est plus dur à encaisser, j'aurais été fier de moi, de m'être écouté et d'avoir écouté mon bateau. Oui, Jamais facile. vous l'avez dit aussi, vous avez appris 1 milliard de trucs, c'est très bon pour la suite. Ouais. Je vous cite dans cette préparation. S'il y en a en 2024 préparatoire au VG, vous irez? À moi? Oui. Ah bah c'est sûr. Allez. Moi, je suis en train de construire un nouveau bateau. Et donc, c'est sûr que là, tout ce que je fais, c'est pour aller au Vendée Globe. Et je m'étais promis de jamais le refaire. Et j'y reviens avec un bonheur incroyable. Et, tu te marres, Arnaud. Mais c'est vrai, ouais, tout ça, c'est génial. On est des privilégiés. On fait un sport extraordinaire sur des machines extraordinaires, avec des gens extraordinaires. Et tout ça, ces courses-là, ouais, à la fin, même si c'est dur, même s'il y a des abandons, même s'il y a de la casse, tout ça, ça reste que du bonheur. Hein. Arnaud, je ne sais pas si c'est du bonheur, mais vous avez votre bateau, il y a beaucoup de travail là derrière à l'atelier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette révision? Vous nous avez parlé d'avaries, de difficultés en mer. C'est quoi aujourd'hui votre programme avant de remettre ce bateau à l'eau là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a démonté toutes les voiles. Demain matin, on sort le bateau de l'eau à 6 h du matin, juste dans la grue la journée, pour réparer une peinture. Enfin, la peinture est un peu endommagée sur la quille. D'accord. On remet à l'eau demain soir, et après, on réinstalle les voiles vendredi avec l'objectif de partir le 8 juillet en Méditerranée, en double, en entraînement, avec Gérald Vignard, qui est mon co-skipper, avec qui je navigue beaucoup, qui m'aide beaucoup pour la performance. Et on va à Port-Camargue, chez Quito de Pavan, pour faire des sorties partenaires là-bas à Port-Camargue, dans le Méditerranée. D'accord. Pour mes partenaires, l'ami Caline, Artipol et autres. Donc, du coup, on a un programme estival qui est rythmé entraînement et aussi voilà,
avec tes partenaires, balade avec tes partenaires. Mais il ne faut pas chômer. Il y a les gars qui viennent de passer encore parce que demain matin, on prépare tout pour sortir le bateau de l'eau. Donc voilà, mais on est tous. Donc demain, peinture, et là, extrêmement c'était les voiles. Hein. pour, Vous vous occupiez des voiles, hein, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, exactement. Ouais. Et dans l'esprit de camaraderie, comme on disait avec Eric Bellion, mon atelier étant vide, Benjamin Dutreux a eu pas mal d'avaries sur son bateau. Et son bateau est juste là à l'entrée du hangar. Parce qu'il va profiter du fait que mon hangar est vide. Je ne sais pas si tu vois, je vais te montrer. Super. Hop, hop, attends. Voilà. On vit ça Il y avec a le vous. bateau de Benjamin Dutreux qui est juste là. Ouais. Hop, je sais pas si on Ça voit. y est, on le voit. Voilà. On le voit. Voilà. Le bout il du va bouquin. il va rentrer le bateau dès lundi matin pour pouvoir faire les travaux de composite que j'ai pas besoin de faire moi. Du coup, c'est vraiment l'esprit, comme Eric, qui travaille beaucoup avec Jean Le Cam. Voilà, on partage nos ateliers, on partage nos expériences. Et voilà, donc du coup, voilà, moi j'ai hâte de retourner naviguer, de me reconfronter, mettre un peu en configuration course et me resécuriser avec le bateau en me redisant que tout est possible et que le bonheur, c'est ça, c'est de se remettre en question et puis d'être fin prêt pour la Route du Rhum pour se tirer la bourre avec Eric. Et puis à l'arrivée, il arrivera ce qu'il arrive, mais pour qu'à l'arrivée, on se fasse la bise et puis qu'on raconte nos histoires de mer. Camaraderie, compète quand on est dans l'eau. Eric, ça me rappelle ce premier collectif de l'histoire du Vendée qui vous est très cher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept-là de voileux qui nous racontent des expériences, et ça va au-delà de ça d'ailleurs? En fait, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur comment on crée de la performance avec la différence et comment on réenchante l'envie de faire des collectifs. Et sur le Vendée Globe, j'ai une envie, je veux créer la première écurie du Vendée Globe. En Formule 1, les écuries, elles n'ont pas une voiture, elles en ont deux. Et sur le Vendée Globe, à chaque fois, il y a un seul bateau. Et donc, moi, ce que j'ai envie et ce que je suis en train de faire, je suis en train de construire 2 bateaux absolument identiques. Et je suis en train de former une équipe de partenaires qui vont s'afficher sur les 2 bateaux et de montrer que quand on est 2 bateaux, 2 skippers qui partagent tout, les développements, les bateaux, les entraînements, on est capable, c'est une clé de la performance. Et tout ça, c'est montrer l'exemple, parce que je pense que le sport a une vertu d'être exemplaire et d'amener beaucoup de choses à la société. Et si avec ça, on peut montrer un exemple très clair que, en étant ensemble, on peut faire des choses plus grandes que nous, ça m'ira très bien. Et ben voilà, il faudra pour cette écurie, au prochain verre de l'amitié, essayer de recruter à Arnaud Boissier. On va pas dire ça pour vos partenaires. Il sera jamais loin, Arnaud. Ouais, c'est dans une boutade. En tout cas, messieurs, un grand merci d'avoir participé à cette émission débrief épique. On s'est bien tenu, nous, à notre plateau, beaucoup plus simple que vous en situation. Mais merci d'avoir partagé cette expérience. Route du Rhum 2022, on est d'accord pour tous les deux? Novembre? Ouais. Ok. Banco. Ouais. Eh ben, on suivra évidemment vos performances et on espère un peu plus de calme en course avec grand plaisir sur Sport en France. Excellente soirée à vous, messieurs. Excellente soirée aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis sur ce CSEF, Club Sport en France, 79e numéro de la saison. Merci aux équipes en régie, autour de François Caudal, notre réalisateur, de Clément au son, Elisa au maquillage, Renaud à la vision et Julien Perronnet, notre chef d'édition, que l'on n'oublie pas également. À très vite, jeudi prochain, pour un nouvel épisode. On s'en ira dans les airs avec la Fédération française du LM. Bye bye.